Sur ce qui s'est passé ce matin, alors qu'on apprend effectivement le décès de cette surveillante âgée de 31 ans, attaquée ce matin au couteau par un élève d'une quinzaine d'années. Est-ce qu'on peut revenir avec vous, Alexandra Gonzalez, sur les faits ce matin devant cet établissement, aux abords de cet établissement de Nogent? Oui, une opération de contrôle des sacs était organisée par des gendarmes locaux devant ce collège Françoise Dolto qui est situé à Nogent en Haute-Marne quand, dans un contexte qui reste à définir, un élève âgé d'une quinzaine d'années a sorti un couteau, une arme blanche de son sac et a poignardé une assistante d'éducation âgée de 31 ans qui se trouvait à ce moment-là devant l'établissement. On vient d'apprendre qu'elle a succombé à ses blessures. Le jeune homme, lui, a pu être interpellé immédiatement par les gendarmes qui se trouvaient là pour l'opération de contrôle et il a été amené en garde à vue à la gendarmerie la plus proche. Est-ce qu'on sait si les élèves sont toujours confinés à l'heure où on parle? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'informations contradictoires venant de la préfecture. Et donc, la dernière information dont nous disposions est que les 324 élèves étaient confinés dans l'établissement. On est en ligne avec Laurent Zamekowski de la PEP, association de parents d'élèves. On vient donc d'apprendre le décès de cette surveillante de 31 ans blessée au couteau devant son collège alors qu'il y avait cette opération de contrôle menée par les gendarmes. Quelle est votre réaction ce matin? La première chose, c'est je pense à l'assistant d'éducation qui a été tué et à sa famille, donc ça c'était quand même terrible. Il y avait la police, c'est vrai qu'on est sous choc. Je veux dire, comment on se dit que ces opérations étaient là justement pour éviter ce genre de drame et ça se produit quand même. On se dit qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. En tout cas, pour nous, le vrai problème, c'est pas justement de s'attaquer finalement à la finalité, mais au fond, et donc à la question de la santé mentale des jeunes, de pouvoir les accompagner, d'avoir plus de présence, notamment en sein d'infirmières, de médecins scolaires, également aussi d'AED, pas pour justement être en contact, mais simplement aussi pour repérer des situations avec les élèves, parce que ça peut être un peu tout. Je veux dire, ça pourrait être malheureusement un élève qui est décidé d'avoir un acte terrible, mais aussi tout simplement un élève qui a pu paniquer parce qu'il avait un couteau. Et tout est possible. Mais si on le fait, c'est la prévention, et ça a déjà été dit, je crois, par Jean-Rémy Girard, c'est la seule solution en fait. La solution, c'est de renforcer le maillage humain autour des élèves pour pouvoir détecter très jeune et le plus tôt possible des situations de détresse qui peuvent amener à des actes horribles comme on vient de le voir encore ce matin. Autre réaction, vous restez avec nous, Laurent Zamekowski, mais j'aimerais entendre également Jean-Rémy Girard, président du syndicat national des lycées et des collèges, sur la mort. Donc ce matin, on vient de l'apprendre, la mort de la surveillante donc qui a été attaquée par un collégien d'une quinzaine d'années. Quelle est votre réaction à vous ce matin? C'est terrible, hein, évidemment. Je transmets toutes mes condoléances à la famille, aussi tout le soutien à la communauté éducative du collège Dolto. C'est atroce. C'est des choses qui ne devraient jamais arriver, hein, quand on est personnel de l'éducation nationale, quand on est élève. Et c'est des choses qui sont déjà arrivées au moins 3 fois ces dernières années. Donc voilà, je suis complètement abattu, estomaqué par cette nouvelle, par cette collègue assistante d'éducation qui était juste probablement, on verra l'enquête, qui était probablement juste là à l'entrée du collège pendant cette opération de contrôle. Vous restez avec nous également. Véronique Fèvre du service éducation de BFM TV nous a rejoint. Juste qu'on s'arrête un instant sur la gravité de ce qui vient de se passer donc à Nogent. Ce matin, un élève de 15 ans qui sort un couteau et qui tue une assistante d'éducation qui est présente devant l'établissement. C'est difficile de trouver les mots parce qu'on n'y trouve pas de sens, on ne comprend pas. Effectivement, c'est ce que disait Jean-Rémy Girard aussi, et on ne comprend pas ce qui a pu se passer parce que là, on nous a présenté en février ces opérations avec la conjointe, avec la gendarmerie, les rectorats qui ciblent des établissements où on a souvent déjà des problèmes pour opérer ces fouilles aléatoires comme une des solutions pour justement prévenir.
prévenir ces phénomènes d'introduction de couteaux. Et là, c'est pire que tout, parce que c'est lors de ce type d'opération qu'on a ce jeune homme qui s'en prend à un personnel et qui le tue. Donc là, on est quand même assez démunis. Donc la ministre de l'Éducation va se rendre sur place. Elle sera sur place à 12h30 à Nogent, en soutien à la communauté éducative et aux forces de l'ordre qui étaient présentes également. Elle évoque un drame terrible. Elle salue le sang-froid et l'engagement de celles et ceux qui ont agi pour maîtriser l'agresseur, protéger les élèves et les personnels. Est-ce qu'il aurait pu faire plus de victimes? On ne sait pas. Est-ce qu'il visait particulièrement cette surveillante? Ou est-ce qu'il a visé, il l'a tuée au hasard? L'enquête le dira, mais c'est sûr que c'est une grande stupeur. Et on voit bien qu'il y a une grande... l'éducation nationale est extrêmement démunie face à ce phénomène. On pense évidemment à cette professeure Agnès Lassalle qui avait été tuée dans sa classe en 2023 par un élève qui n'allait pas bien. Effectivement, il y a ce problème de santé mentale. Et puis cette jeune fille Lorraine qui est morte 57 coups de couteau dans sa classe, là aussi Nantes. À Nantes. Un élève qui allait lui aussi très mal, des problèmes psychiatriques. Donc effectivement, la santé mentale semble être l'angle sur lequel il faut agir, avec pour l'instant des moyens qui paraissent assez faibles dans ce qui a été présenté, parce qu'il n'y a plus de moyens dans l'éducation nationale, donc il n'y a pas eu plus d'embauches lors du dernier plan qui a été proposé par la ministre, pas plus d'embauches d'infirmières scolaires, pas plus d'embauches de médecins scolaires. Les infirmières scolaires, ce sont des maillons qui sont essentiels, parce qu'il faut du personnel autour des élèves. Il ne peut pas y avoir que les professeurs qui gèrent les élèves pour repérer les élèves qui vont mal. Ce que nous disent les infirmières scolaires en général, c'est que les élèves qui vont mal, quand ce sont des filles, il y a une tendance à faire des tentatives de suicide. On voit bien qu'elles sont en très forte augmentation. Et les garçons ont tendance à aller vers une plus forte agressivité. Et donc se munir de couteaux, parfois pour se défendre, parce qu'ils ont des contentieux avec d'autres élèves, ou tout simplement pour régler leur compte également d'une manière beaucoup plus offensive. Donc la question est là, qu'est-ce qu'on met comme moyen? On a le Premier ministre qui avait demandé un plan à Naïma Moutchou, l'élu de la République, qui a produit des... Il lui a remis 50 des propositions. propositions. Il y avait énormément de propositions, mais on voit bien qu'il n'y a pas de parade non plus. Elle proposait le déploiement de la vidéoprotection à l'intérieur des établissements. C'est déjà possible avec l'accord du conseil d'administration. On voit bien que là, dans cette situation, ça n'aurait pas réglé la question. Elle parlait d'étudier éventuellement la question des portiques, mais là, on voit bien que ça s'est passé à l'extérieur, qui plus est en présence des personnels des forces de sécurité. Donc, c'est vraiment très difficile à l'heure actuelle de pouvoir dire ce qu'il faut faire. Mais c'est clair que c'est de l'avis de toute la communauté éducative et tous les spécialistes, la question de la santé mentale des jeunes est quand même au cœur. C'est au cœur des questionnements et des solutions possibles de ces propositions, notamment de Naïma Moutchou, ce rapport qu'elle a remis au Premier ministre, alors qu'on attend donc l'arrivée de la ministre Elisabeth Borne. On le rappelle, c'est elle qui a demandé, après une rixe dans l'Essonne en mars, un jeune de 17 ans qui avait été tué devant son lycée. Elle avait demandé donc qu'on mette en place des contrôles aléatoires aux abords des établissements scolaires, ce qui était le cas visiblement ce matin à Nogent. Elle avait aussi demandé que tout élève qui aura apporté un couteau à l'école soit systématiquement traduit en conseil de discipline. Mais on sent bien, Amandine Atalaya, qu'on n'a pas encore trouvé la solution. On sent la difficulté d'arriver à lutter aujourd'hui contre la hausse des attaques au couteau en France. Et on voit que les propositions des hommes politiques qui se multiplient ces derniers temps ne suffisent pas, malgré les efforts qui en ce moment sont déployés. Il y a la volonté de mettre davantage de vidéoprotection. Alors, c'est en train de se développer, de faire plus de contrôles aléatoires. Mais ce matin, précisément, il y avait un contrôle. Donc, c'est d'autant plus
tragique ce qui s'est passé. Et on entend les témoignages sans cesse, que ce soit des parents et des professeurs, qui disent qu'il est tellement simple d'arriver à faire rentrer un couteau dans un établissement. Vous savez, on peut le cacher tout simplement, hein, dans son pantalon, dans sa chaussette. On peut le balancer par-dessus les murs de l'enceinte d'un établissement scolaire. Il y a 1000 façons d'arriver à les faire rentrer. Donc, on entend même parfois des propositions qui s'inspirent de celles qu'on peut voir aux États-Unis, vous savez, avec ces sacs à dos, ces cartables transparents. Proposition qui n'a pas été retenue en France parce qu'on la juge non adaptée. Enfin, on pense que c'est pas la solution prioritaire aujourd'hui. Et les politiques essaient de se concentrer aussi sur les réseaux sociaux en voulant interdire la vente. Mais là aussi, il est tellement simple, malheureusement, de se procurer un couteau en allant dans un magasin de bricolage, en allant dans la cuisine de l'un de ses parents, par exemple, de quelqu'un de sa famille. On était l'autre jour, vous vous souvenez, Julie, avec une enseignante qui disait qu'elle avait elle-même découvert un beau matin que son enfant, qu'elle croyait calme et parfaitement intégré, en fait, avait un couteau dans son sac et qu'elle l'avait entendu parce que le sac faisait un bruit métallique et que donc elle avait essayé de le confronter en lui disant mais pourquoi, et qu'elle avait eu une discussion. Mais tout ça pour dire que des parents qui ont l'impression que tout va bien avec leur enfant et qui eux-mêmes ont une éducation qui est extrêmement proche et parfois autoritaire, découvrent que ce phénomène aujourd'hui s'est répandu. Et on entendait tout à l'heure Serge Portelli dire qu'il y a, et c'est un fait, une baisse de la violence des mineurs en France, ce qui peut paraître contre-intuitif quand on entend tous les drames qui ont eu lieu récemment, mais il y a une baisse de la violence des mineurs en France. En revanche, il y a énormément de problèmes avec des attaques au couteau, et notamment dans des établissements scolaires qui touchent des enfants jeunes, dans des collèges, dans des lycées. Et Elisabeth Borne, en effet, se rend sur place. François Bayrou lui-même s'était aussi rendu sur place après cette horrible attaque d'une lycéenne poignardée à des dizaines de reprises à Nantes. Et c'est ce qui avait enclenché une tentative de réponse à l'époque de la classe politique. Jean-Rémy Girard, justement, vous êtes toujours avec nous, président du syndicat national des lycées et des collèges. Que dire sur la jeunesse quand même de l'assaillant présumé, âgé d'une quinzaine d'années, qu'à 15 ans, on soit capable de porter un coup de couteau mortel juste avant d'entrer en cours? En même temps, l'assaillant de l'élève à Nantes était probablement pas plus âgé, celui d'Agnès Lassalle ne l'était pas non plus. Donc effectivement, on sait que c'est une réalité et qu'il peut y avoir de la violence au collège. D'ailleurs, dans les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, il y a plus de violence et d'incidents dans les collèges que dans les lycées généraux et technologiques, par exemple. Donc c'est pas une surprise, malheureusement, non plus. C'est des choses qui, hélas, se sont quand même vues à plusieurs reprises ces dernières années. Et en termes de gravité des faits, effectivement, je ne crois pas qu'on ait eu, par le passé, dans notre pays, des agressions mortelles de personnel de l'éducation nationale, comme ça, dans ou juste devant les établissements. C'est quand même un phénomène qui n'est pas un phénomène habituel. Vous constatez une ultra-violence de certains jeunes que vous ne constatiez pas avant, c'est ça ? En tout cas, on constate que ça va plus loin et que ça a des conséquences plus graves aujourd'hui. Une fois encore, je ne suis pas en train de parler des chiffres de la justice ou de est-ce qu'il y a autant d'enquêtes qu'il y en avait il y a 2 ans, il y a 50 ans, je ne sais pas. Effectivement, les chiffres au niveau de l'éducation nationale, et eux-mêmes sont sujets à discussion parce que c'est les chiffres qui proviennent des remontées qui sont faites par les personnels de l'éducation nationale, donc elles ne sont peut-être pas faites de la même manière partout, montrent qu'il y a par exemple certaines catégories d'établissements, les établissements plus défavorisés, 1 sur 5 ont plus de 10 incidents graves envers les personnels par an. Alors c'est généralement des agressions verbales, mais dans certains cas, ce sont des agressions physiques, des fameuses bousculades, entre guillemets, des choses comme ça. C'est très difficile de faire des comparatifs parce que souvent, les méthodologies ne sont pas les mêmes sur la durée, donc on ne peut pas comparer nos chiffres facilement, mais il s'agit quand même aujourd'hui de dire qu'il n'y a pas de la violence partout dans les établissements scolaires, mais que oui, il y en a, et que quand il y en a, souvent, elle est plus violente qu'elle ne l'était par le passé.
Vous restez avec nous. Alexandra Gonzalez, est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Une baisse de la violence, des faits de violence, mais des faits de violence de plus en plus graves. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut résumer la situation actuelle? Alors effectivement, il y a eu des données qui nous ont été transmises il y a quelques mois par la chancellerie, notamment au moment de la mort d'Elias, qui montrent que le nombre de mineurs mis en cause par la justice a tendance à diminuer sur les dernières années. Par exemple, ils étaient 179 000 mis en cause en 2023 contre 190 000 en 2021. Néanmoins, ce que l'on note, au-delà du chiffre global de mineurs mis en cause qui est en baisse, c'est que sur les faits les plus graves d'atteinte aux personnes ces dernières années, là, en revanche, il y a une hausse notable des mises en cause sur ces faits-là. Par exemple, 1200 en 2017 contre le double, quasiment, 2095 en 2023. Donc voilà ce que l'on note, c'est que le nombre de mineurs mis en cause au global diminue, mais sur les faits les plus graves, eh bien, cela augmente sur les dernières années. Mais on n'a pas une totale transparence non plus de l'éducation nationale sur ces chiffres-là. Par exemple, on sait qu'il y aurait eu 15% de plus de signalements d'utilisation d'armes blanches dans les établissements scolaires sur une année. C'est ce qu'avait dit Elisabeth Borne en février. Pour autant, on n'a pas de statistiques sur ce que l'on trouve. On a effectivement une enquête qui s'appelle Civisme et qui procède par échantillonnage, qui nous dit qu'effectivement, il y a une augmentation d'incidents. On est passé de 14 incidents graves pour 1000 élèves en 2022-2023 à 16 incidents graves pour 1000 élèves en 2023-2024. C'est plus de points, mais ça paraît difficile de distinguer les incidents pour lesquels il y a eu des couteaux. On l'a pas. On sait que les événements il y a plus d'incidents graves dans les lycées professionnels parce qu'on passe à 30 incidents graves. Et pour les collèges, c'est 20 incidents graves. Donc les endroits où il y a le plus de problèmes, ce sont plutôt les collèges, les lycées, mais encore une fois, on n'a pas de détails sur ce que sont ces incidents graves. Ça peut être des violences verbales, ça peut être des couteaux, mais ce qu'il faudrait aussi, c'est pouvoir aussi objectiver ce port d'armes blanches, parce que on s'en souvient, depuis le confinement notamment, vraiment, depuis les confinements, depuis la crise Covid, on a eu de plus en plus de témoignages oraux d'établissements qui nous disaient on retrouve de plus en plus de couteaux. Et on aimerait pouvoir le voir. Juste un chiffre à ce sujet. Après le drame à Nantes, le ministère de l'Éducation nationale avait dit qu'il y avait eu, vous savez, un renforcement des contrôles précisément. Donc 958 contrôles aléatoires avaient été menés en avril. 94 saisies d'armes blanches sur ces 958 contrôles. Oui. C'est-à-dire que un sac sur 10 qui était contrôlé, on y trouvait une arme blanche. Enfin, c'est quand même... terrifiant. Ça dit quelque chose. Oui, ça dit quelque chose. Et enfin, je sais pas, moi par exemple, j'étais loin d'imaginer il y a quelques mois de ça que si on allait faire des contrôles, on trouverait dans un sac sur 10 une arme blanche chez nos jeunes aujourd'hui. Il y a quelque chose qui clairement, oui, ne va pas. Et comment on fait alors? Vous l'évoquiez, Naïma Moutchou qui a remis un rapport à François Bayrou. C'est le Premier ministre lui-même qui avait demandé à ce qu'on lui soumette des propositions, une cinquantaine de propositions. Alors il y a dans les établissements scolaires le déploiement obligatoire de la vidéoprotection, ce que vous rappeliez, Véronique, à l'entrée et dans l'enceinte des établissements scolaires, l'organisation de réunions et de campagnes de prévention avec parents et élèves, et la mise en place d'un suivi psychologique lors de l'apparition des tout premiers indices de troubles mentaux. Et en dehors de la sphère scolaire, il y a en gros des mesures qui concernent les commerces physiques et en ligne, c'est-à-dire l'interdiction de la vente des armes dites zombies, donc les machettes, les couteaux de défense. Et quand il y a une commande en ligne qui est effectuée, là, le rapport évoque la signature obligatoire d'une personne majeure au moment de la livraison. Est-ce qu'il y a des mesures qui, là-dedans, pourraient permettre d'éviter ce genre de drame? Encore une fois, c'est pas la première fois qu'on est donc confronté à ça. Encore une fois, il n'y a pas de parade. On ne voit pas, effectivement, quand on ramène à la situation là qui s'est passée, cette surveillante qui était devant l'établissement, donc la question des caméras de vidéosurveillance n'aurait pas réglé les choses à l'intérieur. On voit surtout que les forces de sécurité n'ont pas pu jouer un rôle dissuasif. Alors, est-ce qu'au contraire, ça n'a pas créé aussi une panique
C'est la question que tous les éducateurs se posent. Et contre-intuitivement, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas, ce jeune homme, eu tellement peur qu'il commet cet acte fou, tellement peur de se retrouver pris avec un couteau qu'il finit par l'utiliser. Ça peut paraître paradoxal, mais ça peut être aussi une explication. Et là, c'est vrai que la question de la santé mentale se pose. Et on voit bien que toutes les mesures que Naïma Mouchou a proposées il y a des choses intéressantes, mais il n'y a pas de parade absolue. Et puis on n'est pas les seuls à être en difficulté, parce qu'on le voit effectivement depuis encore plus longtemps que nous. La Grande-Bretagne est confrontée à ces attaques au couteau. Ouais, nous sommes en édition spéciale ce matin sur BFM TV, puisqu'on le disait, la surveillante de 31 ans est décédée après cette attaque au couteau à Nogent ce matin. Alexandra Gonzalez, ça s'est passé devant le collège alors que des gendarmes opéraient des fouilles aléatoires. Est-ce qu'on peut revenir sur les faits ce matin, Alexandra ? Oui, donc ça s'est passé devant ce collège Françoise Dolto à Nogent dans la Haute-Marne. Il y avait une opération qui était prévue par les gendarmes qui contrôlaient les sacs des élèves. On sait que depuis le mois de mars dernier, c'est une instruction des différentes autorités, du ministère de l'Éducation et du ministère de l'Intérieur, de contrôler de façon aléatoire, de temps à autre, les sacs des élèves aux abords des collèges et des lycées par des gendarmes ou des policiers. C'était le cas ce matin. Et dans un contexte qui reste à définir, un des élèves, âgé d'une quinzaine d'années, a sorti un couteau de son sac à dos. Il a poignardé une assistante d'éducation de 31 ans qui était à ce moment-là devant les grilles de l'établissement. La victime a été transportée immédiatement à l'hôpital en urgence absolue et elle a succombé à ses blessures. L'auteur des coups de couteau, lui, a pu être interpellé immédiatement puisque les gendarmes étaient précisément sur place pour cette opération de contrôle. Lors de son interpellation, l'un des gendarmes a été blessé légèrement, une coupure, nous dit-on, à la main par l'arme blanche en question. Et le jeune homme a été conduit immédiatement à la gendarmerie pour être entendu sous le régime de la garde à vue. Ce jeune homme, il est âgé d'une quinzaine d'années ? C'est bien ça ? C'est ce que l'on sait pour l'instant. C'est un élève de cet établissement, âgé d'une quinzaine d'années, mais ses motivations et plus d'informations sur son profil, pour l'instant, nous n'en avons pas. Et nous cherchons à savoir effectivement dans quelles circonstances ce drame s'est déroulé, cette agression. Maintenant, on peut parler désormais de cet homicide. Cet homicide, puisque cette surveillante de 31 ans a été transportée dans un état grave à l'hôpital et on a appris il y a quelques minutes qu'elle était malheureusement décédée. Il y a eu une opération de confinement aussi lorsque ça s'est produit, 324 collégiens confinés. Oui, alors c'est toujours le cas lorsqu'il y a des événements qui surviennent, quelle que soit la nature et la gravité. Quand un événement survient dans un collège ou dans un lycée qui touche à la sécurité, immédiatement les élèves sont toujours confinés. Cela permet aux gendarmes ou aux policiers sur place de pouvoir établir un périmètre de sécurité, de figer, si je puis dire, la situation pour pouvoir récolter d'éventuelles informations, d'éventuels indices, s'assurer qu'il n'y a pas de complices qui sont encore dans la nature, qu'il n'y a pas d'autres risques qu'encourraient les élèves ou le personnel de l'éducation. Et donc, il y a toujours un confinement qui a lieu dans ce cas-là sous l'autorité du préfet. Est-ce que c'est toujours le cas à l'heure actuelle ? Pour l'instant, la préfecture n'a pas communiqué pour dire si les élèves étaient ressortis ou non de l'établissement. La garde à vue dans ces cas-là se passe comment ? Parce que c'est quand même particulier. On parle d'un enfant de 15 ans, qui est donc en train d'être interrogé au moment où on parle. Et les enquêteurs vont chercher à connaître ses motivations, c'est ça, ses liens avec cette surveillante qu'il a donc tuée. J'imagine aussi sa santé mentale sera examinée, il va voir des psys. Comment ça se passe ? Alors, pour un mineur, il y a obligatoirement la consultation d'un médecin, effectivement, dès le début de la garde à vue, pour s'assurer qu'il est en état d'être entendu sous ce régime, qu'il est en état de répondre éventuellement aux questions ou d'entendre les questions qui vont lui être posées. Il y a la présence d'un avocat qui est obligatoire et les parents, ou en tout cas le représentant légal du mineur, doivent être immédiatement avertis. Ensuite, comment ça se passe ? Eh bien, il est dans une pièce du commissariat ou de la gendarmerie, ici en l'occurrence de la gendarmerie, et
Et régulièrement, eh bien, les enquêteurs viennent le chercher pour l'entendre sous le régime de l'audition, enfin de la garde à vue, pardon, une audition avec des questions. En général, il commence d'abord par des questions. La première audition, c'est toujours très large. C'est ce qu'on appelle une audition de personnalité. On demande à la personne mise en cause quel est son nom, son prénom, son âge. Les enquêteurs ne rentrent pas directement dans les faits. Et c'est dans un temps un peu plus éloigné qu'ensuite des questions viennent précisément sur les faits, les motivations. Pourquoi avait-il un couteau? Connaissait-il cette assistante d'éducation ou non? Pourquoi a-t-il agi à ce moment-là? Etc. etc. Pour un mineur, vous avez raison, c'est particulier les gardes à vue. Elles peuvent, pour un mineur de 13 à 16 ans, normalement, la durée maximale d'une garde à vue, c'est 24 heures. Mais dans le cas où il s'agit d'un fait très grave, criminel, qui fait encourir une peine au-delà de 5 ans de prison, eh bien, cette garde à vue peut être prolongée de 24 heures supplémentaires, donc durer jusqu'à 48 heures au maximum. Mais tout ça est très encadré.